Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la saga des Immortels. Un épisode un petit peu spécial puisque je n'ai pas pu m'empêcher de prévoir pour vous un double épisode. En fait, j'ai pensé faire personnage après personnage et puis en fait comme j'étais bien lancé, j'ai fait 2 custodiens d'un coup. Et c'est pas n'importe quel custodien puisqu'il s'agit, comme je vous l'avais un petit peu dit avant, dans l'épisode précédent, et bien que ce serait le custodien qui est le personnage principal et son comparse qui est le deuxième personnage principal de ma force. Et qui ont du coup alors et peut-être une vibe un petit peu plus élevée que la plupart des autres custodiens, même si y en aura d'autres un petit peu de ce calibre-là. Alors, c'est qui? Je vais faire ça dans l'ordre. Déjà le premier dont qui je vais vous parler, c'est Atraxerion Ashurakel. C'est le chef de ma force qui va obtenir, disons, le poste de Shield Captain ou de Tribun, ça va dépendre de comment je vais jouer la force, etc. Et basiquement, ce sera le QG de la force. Et Atraxerion, eh bien, vous voyez déjà que sa figurine, elle est un petit peu particulière. Vous allez vous dire, oula, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un ultramarine qui est couché par terre et il est en train de l'écraser? Eh bien en fait parce que j'ai voulu, pour le chef de ma force, comme vous le voyez dans son portrait, faire un individu un peu sombre. Et que je voulais rappeler aux loyalistes qu'ils ne sont pas à l'écart de la puissance des custodiens. Les custodiens, oui, ils vont tuer des traîtres, mais s'ils doivent tuer des loyalistes, il n'y a aucun problème. Puisque pour eux, les Space Marines, c'est tous, plus ou moins, la même engeance. S'ils ont pu trahir une fois, eh bien ils trahiront une deuxième fois, et nous on va les empêcher de trahir de toute façon, que c'est que de la vermine, si vous voulez. Et justement, Atraxerion, voilà, c'est un personnage comme ça. Ce portrait, que j'avais déjà montré lors de l'épisode de prévision de cette force, eh bien c'est le portrait de Melkor, alias Morgoth, le premier seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu et d'Arda dans le monde de Tolkien. Donc même si au final je n'ai pas fait de force en rapport avec Tolkien, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire puisque j'adore les portraits de Kimberly 80. C'est un très grand artiste du ce qu'on appelle le légendarium, c'est-à-dire l'univers étendu de Tolkien. Et c'est un de mes portraits préférés de ce personnage, si ce n'est mon préféré. Et du coup, Atraxerion, que je voulais sombre, il m'a semblé parfait pour être représenté que le portrait de Melkor, le Seigneur des Ténèbres. Et pourtant, malgré ses ténèbres, il a des beaux yeux bleus, faut le dire, des yeux clairs. Et alors, Atraxerion, on va en parler un petit peu de lui. C'est quoi, du coup, un peu ce qui l'a amené à poser son pied sur un pauvre ultramarine? Eh bien, je vais vous le dire. Alors déjà, Atraxerion, il a plusieurs titres. Il a l'astre couronné, celui qui demeure, et l'archonte de l'Etemenanki. Alors, l'archonte de l'Etemenanki, en fait, ça veut dire que c'est le chef. C'est le chef de la sodalité, c'est lui qui joue le rôle du QG, ordinairement, dans cette force, c'est lui qui dirige la sodalité des immortels de l'Etemenanki. Et c'est bien sûr lui le plus fort. C'est bien sûr lui qui va être le custodien le plus puissant dans le lore de ma force. Et vous allez voir, il est très fort, effectivement. Parce que comme vous le savez, même si les custodiens sont tous des êtres plus ou moins parfaits, il y a quand même des échelles de puissance, bien sûr. Constantin Valdor est le plus puissant d'entre eux. Et bien, dans le lore de ma force, c'est Atraxerion qui est le plus fort de mes guerriers. Et du coup, l'astre couronné, pourquoi? Déjà parce que vous allez vous en rendre compte, c'est un personnage qui a un certain niveau d'ego, qui a un certain niveau de fierté, et vous allez vous en rendre compte, voilà, c'est un astre en effet brillant, mais sombre aussi. Alors, je vais vous lire une partie de son lore pour que vous compreniez. On a souvent entendu que les custodiens sont des êtres parfaits, cela est vrai. Il est donc facile de s'imaginer, dans sa propre définition de perfection, qu'ils sont par conséquent des exemples à suivre en tout point, des modèles vivants de vertu humaine et de bonté. N'ont-ils pas vu les âges de ce monde défiler sous leurs yeux anciens? Ne savent-ils pas mieux que les autres quel est l'idéal humain? Cela est vrai. Il est également vrai qu'Atraxerion, le couronné, n'hésiterait pas une seconde à faire don de sa vie pour protéger son roi des siècles, l'empereur de l'humanité. Cependant, pour qui n'est pas son maître unique, lui qui demeure dispense une vérité différente. Atraxerion est un être à 2 visages. S'il séduit son interlocuteur, qu'il gratifiera d'un sourire mesuré et d'un geste amical, de la main, il est toujours difficile de baisser tout à fait sa garde face à lui.
Ses regards précis et son verbe raisonnable invitent pourtant à la confiance. Vous seriez sans doute très heureux de croire ses dires, mais quelque chose cloche. Une ombre passe dans ses yeux clairs. Vous prend-il réellement au sérieux? Êtes-vous seulement humain pour lui? Le custodien est, en effet, un exemple parfait. Un exemple parfait qui illustre que, même au sein de la garde personnelle de l'empereur, on trouve certaines individualités qui dérangent. Atraxérion est aussi doux qu'il est cruel, aussi mesuré qu'il est vertigineux, aussi patient qu'il est zélé. Il est un être à deux visages. Le couronné, bien au fait de son étrange nature, illustre au combat en s'armant de sa paire d'épées méridiennes, tempérance et démesure. Prenez garde, tout ce qui brille n'est pas d'or, et les aînés de l'empereur, les porteurs de l'Aquila, ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être, et quant à vous, vous pourriez bien être le grain de poussière que l'éternité a déposé sous sa botte. Cela est vrai. Donc là, vous voyez, Atraxérion, qui est un personnage qui personnifie vraiment les valeurs du custodien, extrêmement puissant, parfait en tout, etc. Et bien en fait il a une part d'ombre énorme. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore creusé chez les custodiens, c'est leur part d'ombre, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont très gentils, les custodiens, et en particulier auprès des Space Marines. La plupart des custodiens n'apprécient pas forcément les Space Marines, hein. Pour eux c'est un mal nécessaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les custodiens, après avoir massacré les Thunder Warriors, eh bien ils se préparaient à faire la même chose pour les Space Marines, une fois la conquête des étoiles achevée pour l'humanité, hein, bien sûr, puisque les Space Marines auraient été inutiles à ce moment-là, et du coup, on s'en serait débarrassé. C'était le plan original de l'Empereur. D'ailleurs, c'est Dominion Zéphon des Blood Angels qui remarque, en allant dans la toile à Kalastar aider les custodiens, et dans la guerre de la toile, eh bien, il remarque à quel point c'est bizarre que les custodiens sont forts par rapport aux autres Space Marines. C'est-à-dire que il arrive à voir que contre les traîtres, les custodiens devinent tous leurs coups à l'avance et les massacrent sans problème. Et en fait, quelque chose lui vient à l'esprit, il dit « Mais comment ça se fait que les custodiens sont si forts pour tuer spécifiquement du Space Marine ?» Et en fait, il se rend compte à ce moment-là que peut-être que ce n'est pas dû au hasard, et que les Space Marines, en fait, sont des proies pour les custodiens, qui sont les Apex Prédateurs. Eh bien, en fait, oui, les custodiens ont été créés aussi pour ça, massacrer des Space Marines et les éteindre jusqu'au dernier, quand ce sera l'heure de le faire. Alors, Atraxérion, comme vous le voyez, c'est un kit, du coup le kit globalement que j'ai utilisé, c'est le kit du Shield Captain de la nouvelle boîte. Ceci dit, il y a plusieurs conversions. Déjà, j'ai changé le casque, mais nous y reviendrons. C'est un casque qui se trouve dans la boîte, mais j'ai voulu le changer, ce n'est pas celui du Shield Captain normal. Et bien sûr, la longue coiffe qu'il a en violet, eh bien, elle ne tenait pas avec la couronne et l'auréole qu'il a dans le dos, qui rappelle bien sûr le côté astre couronné qu'il a, puisque c'est son titre. Et en fait, normalement, il a une plus petite coiffe, le Shield Captain, parce que pour pas que ça gêne avec l'auréole, et bien lui, en fait, je voulais une longue coiffe, du coup, j'ai dû faire des conversions, j'ai dû trafiquer des rabios, etc., pour qu'elle arrive à passer sans gêner, donc normalement, ça passe, mais voilà, globalement, c'était un peu une souffrance de faire passer ça, mais j'ai réussi. Ensuite, vous allez voir effectivement qu'il n'a pas de bouclier et que son bras, il a une pose différente, parce que je voulais vraiment une pose de méchant un peu à la Dark Vador, quand il dit « Ensemble, toi et moi, nous conquérons la galaxie en tant que père et fils », et bien, avec la main tendue comme ça, et bien, je voulais une pose de méchant pour lui, et je pense que j'ai très bien réussi. La main, c'est une main d'un kit de Necromunda, et le bras, c'est le bras d'un ancien custodien, vous le verrez, que ce n'est pas les nouveaux custodiens. Donc en fait, je lui ai mis le bras plié avec une main par-dessus, qui est assez fine, la main qui est plus fine que les anciennes mains custodiens, mais qui se marie bien avec les nouvelles mains custodiens qui sont plus fines. Donc je suis très content de la pose, et plutôt que de lui mettre son Tactical Rock, eh bien je voulais illustrer sa cruauté et son sadisme, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et je me suis souvenu que dans mes bits, j'avais le Space Marine que Alpharius est censé tuer avec sa lance, et je me suis dit, mais c'est parfait. Et effectivement, c'est parfait. Voyez comme il tient parfaitement dessus, voyez comment le pied est pile à la bonne hauteur, etc. Donc là, en fait, il a découpé la main du Space Marine, au combat, le Space Marine s'est fait couper le pied et la main, il arrive plus à marcher, il arrive plus à tenir son arme, il rampe,
pour sa survie, le pauvre Ultramarine, et il comprend que oui, même les Space Marines peuvent avoir peur, peuvent connaître la peur, et Atraxarion, là on l'imagine en train de lui faire un petit discours, avant de lui couper la tête bien sûr, puisqu'il il l'immobilise le temps de lui faire son petit discours. Et son petit discours sardonique, ça pourrait ressembler à quelque chose du genre, je vais vous lire un passage de son lore. Alors cette fois ce n'est pas contre un Ultraman qui va le prononcer, il va le prononcer à Jafar, Jafar qui est dans le lore un des derniers éléments loyalistes des Thousand Sons. Donc ça, c'est des Thousand Sons qui n'ont pas suivi le primarque Magnus dans sa trahison, et qui ont rejoint l'Imperium en jurant fidélité à l'Empereur. Donc ce sont des loyalistes, à qui il s'adresse, c'est un loyaliste. Et Atraxarion lui dit: oui, bien sûr, vous êtes ce qu'on appelle un loyaliste aujourd'hui. Et vous croyez que cela me concerne, n'est-ce pas? Loyaliste, traître, les deux faces de la même pièce. Un outil n'a pas besoin de réfléchir sur la nature du combat qu'on lui dit de mener. Un outil sert et cesse de servir. Vous n'êtes pas le premier à qui je dis ça. Connaissez-vous les Thunder Warriors? Sachez que vous avez beaucoup en commun avec eux. N'oubliez pas de les saluer de ma part, là où je vous envoie. Et du coup là vous imaginez que le pauvre Jafar, il va partager le triste destin du Space Marine qui est au pied de la figurine, malheureusement. Il va se faire massacrer par Atraxarion qui prend beaucoup de plaisir à cela. Et du coup, le fait est, je me suis dit, est-ce que je ferais pas Jafar? Est-ce que je ferais pas un Thousand Sons? Et en fait je me suis dit, non, il faut vraiment que cette figurine, elle ait déjà un côté sombre, donc je l'ai pas en noir, bien sûr, c'est un Space Marine, un custodien avec une armure noire, bien sûr, mais je voulais que le Space Marine qui se fasse massacrer, je voulais vraiment qu'il sonne loyaliste, voilà. Je voulais que d'un seul regard, tout le monde, même les gens qui connaissent pas le lore, ils sachent que c'est un loyaliste. Et quelle autre légion, quel autre chapitre, même aux gens de Warhammer 40 000, quelle autre légion ou chapitre peut faire plus loyaliste que nos amis les Ultramarines? Eh bien, aucun, personne, pas même les Imperial Fist. Les Ultramarines sont tellement loyalistes codés qu'aujourd'hui je ne pouvais pas hésiter. J'étais obligé de le faire Ultramarine, n'en déplaise à tous les joueurs Ultramarines. Moi j'adore les Ultramarines aussi, mais voilà, c'est eux qui ont hérité de cette image mainstream populaire du loyaliste de base. Du coup c'est lui qui doit mourir, et voilà, il meurt. Je vais vous parler un petit peu du reste de la figurine. Donc Atraxarion, il a un petit détail sur le casque. Pourquoi j'ai changé le casque? Parce que il y a ce casque dans la boîte avec 3 pierres précieuses, les unes au-dessus des autres. Et en fait, je ne l'ai pas sélectionné pour rien, puisque comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, il est inspiré de Melkor, il est inspiré de Morgoth, de qui j'ai utilisé le portrait pour l'illustrer. Eh bien, Melkor, comme vous le savez, il est devenu Morgoth, c'est-à-dire le noir ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, eh bien, en volant les 3 Silmarils. Ce qui a donné ensuite son nom au Silmarillion, bien sûr, et aux guerres qui s'en ont suivi. Et bien sûr, eh bien, les Silmarils, qui sont des joyaux uniques et parfaits, créés par Fëanor dans le Légendarium, eh bien, ce sont des joyaux blancs qui émettent leur propre lumière. Et il y en a 3. Et comme vous le voyez, il y a 3 gemmes sur ce casque, et du coup je me suis amusé à les refaire. Donc en fait, dans mon lore, Atraxarion possède les Silmarils, ou du moins une version bien sûr adaptée à la science-fiction de Warhammer. Donc basiquement, la description de son casque est telle: 3 anciennes pierres de pouvoir antédiluviennes, ayant été retrouvées et serties dans le home de bataille d'Atraxarion. Forgée à partir des rayons d'une étoile mourante, il est dit qu'elle possède la volonté du feu incandescent, la force de l'océan profond et la lumière du firmament éternel. Et ça en fait c'est une référence bien sûr, puisque un Silmaril va dans le ciel et devient une étoile, l'étoile des Arendil, et la deuxième tombe dans le feu d'un volcan incandescent avec un des fils de Fëanor, et la troisième est perdue au fond des océans. Et du coup, je me suis dit, je vais illustrer ça. Donc c'est quand même le petit clin d'œil à Tolkien. Donc comme vous le voyez, le lore à la base, je vous ai écouté, c'est un lore Alexandre le Grand, Perse antique, Mésopotamie, etc. Mais je pouvais pas m'empêcher de mettre un petit clin d'œil à Tolkien, pas si subtil. C'est quand même les 3 Silmarils. Je l'ai écrit. Voilà, il a les Silmarils. Fuck you, basiquement. Mais voilà, c'est mon côté fanboy de Tolkien. Donc voilà, on a
un individu qui est démesuré, hein, ses épées elles s'appellent démesure et tempérance, donc ça montre que d'un côté, à la main gauche, il est tempéré, mais à la main droite, voilà, il est démesuré, c'est quelqu'un qui est cruel, extrêmement puissant, et surtout qui a un ego qui est assez problématique dans un sens. Il est de sa caste d'origine un état héron, ça veut dire qu'il est un compagnon de l'empereur, c'est l'un des 300 custodiens les plus puissants, bien sûr, il est équipé d'une lame d'éternité et d'une épée méridienne courte, donc soit il utilise juste la lame d'éternité, soit il utilise en mode double avec une deuxième épée méridienne, etc. Et pourquoi il s'appelle celui qui demeure? Eh bien c'est parce que, comme je vous l'ai dit, sa caste, hein, je vous en ferai un épisode un petit peu plus détaillé sur le lore global de la Force, mais globalement, les immortels de l'Etemenenki, ils gardent éternellement les fondations de la tour en spirale qui a été foudroyée par l'empereur. Et en fait, lui, celui qui demeure, eh bien, c'est celui qui demeure éternellement au même endroit pour justement, peu importe les âges qui passent et le temps qui passe, eh bien lui, il sera toujours là, il demeure. Et il s'appelle Ashurakel parce que ça vient effectivement des langages anciens de ces religions-là, mésopotamiennes, les anciens cultes, l'Iran, etc. Et bien Ashura, hein, bien sûr, ça parlera à tous ceux qui connaissent Azura aussi, etc. Donc c'est un côté lumineux, mais qui en contraste justement avec sa grande part de ténèbres à Atraxerion. Et bien sûr, Atraxerion, c'est un prénom qui en impose, hein, je trouve, et qui fait peur. Voilà, Atraxerion, ça déconne pas, je trouve. Je vais vous relire également parce qu'en fait maintenant chacun de mes custodiens dans leur fiche descriptive ils auront un truc qui s'appelle un haut fait. Et un haut fait basiquement c'est un petit épisode qui est raconté de manière un peu plus platonique que les descriptions très littéraires que j'en fais juste avant. Donc le haut fait de Atraxerion c'est celui-ci. Présent au sommet du mont Ararat sur ordre de l'empereur, Atraxerion a participé à l'extinction des Thunder Warriors avec les premiers rostes de la Légio Custodes. Trop heureux d'avoir enfin eu l'occasion de se débarrasser de ces parasites, il est dit qu'Atraxerion y a mis un entrain tout particulier, dont il réserve l'écho pour quand viendra le jour de réitérer, cette fois au sujet des légionnes Astartes. Donc là, il y a vraiment l'idée que Atraxerion, il a envie de tuer du Space Marine. C'est... Bien sûr, il se sacrifierait sans aucun problème pour préserver la vie de l'empereur, et il obéirait sans discuter les ordres de son souverain, mais il y a quand même l'idée que lui, sa préférence va à l'extermination des Space Marines et des entre guillemets races inférieures de guerriers, parce que voilà, lui c'est l'alpha prédateur, le vrai guerrier élu de l'empereur, c'est lui, c'est personne d'autre. Et voilà, c'est un ego qui, même s'il n'affronte pas les autres custodiens, parce qu'aucun custodien n'est vraiment traître, ça n'existe pas, mais il y a des conflits d'ego de temps en temps dans cette force, et je vais vous en parler justement avec la deuxième personnalité dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est mon préféré. Parce qu'on pourrait penser que c'est Atraxerion mon préféré, mais il n'en est rien. Le deuxième personnage, je vous le présente, c'est celui dont je vous parlais la semaine dernière en conclusion du premier épisode, c'est Leto. Leto de Samarcande. Et pourquoi c'est un personnage très spécial? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, quand je l'ai créé, je voulais faire un GOAT, c'est-à-dire le plus grand de tous les temps. C'est un personnage que je voulais rendre aussi aimable, aussi digne d'être aimé que Sanguinus lui-même. Et je pense que j'en suis pas loin. Moi, je trouve que je l'ai très très réussi, ce personnage. Et du coup, le twist, c'est que on voit un personnage comme Atraxerion qui est plus grand que nature, tu vois, vraiment ultra imposant, etc. Et on se dit, ah oui, c'est lui le personnage principal, c'est lui qu'on doit suivre. Et en fait, non, le twist, c'est que le vrai personnage principal, le vrai préféré, eh bien c'est lui, c'est Leto. C'est pas quelqu'un qui est au premier plan, mais c'est lui le vrai héros de ma force, c'est lui, c'est Leto. Leto, qui est référencé comme étant le Shahanshah Auric, donc Auric, bon c'est juste une référence au custodien, mais le Shahanshah ça veut dire le roi des rois. Il est aussi nommé le prince blanc de l'Euphoria, et il a également un nom secondaire, c'est Zamashir Mitra, d'accord. Donc tout ça c'est très 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 étrange, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc, je vais vous lire le petit lore que j'ai écrit sur Leto, qui n'est autre, je vous le dis, que le frère jumeau d'Atraxerion, le frère cadet, ça veut dire que il est jumeau mais il est né en second. Atraxerion est né le premier. Voici le lore. Il n'est pas aisé de se démarquer au sein d'une compagnie faite de dieux anciens. Et pourtant, il arrive parfois qu'un être si prodigieux voit le jour, qu'il éclipse même les astres les plus brillants. Leto est de cette illustre naissance. Né second, quelques instants après son frère jumeau,
Il était ainsi destiné à endosser un manteau de responsabilité moins important que son aîné. Son humilité et sa philosophie naturelle ont néanmoins permis à Leto d'acquérir une grande sagesse de cette seconde place. Là où d'autres hommes moindres, pétris d'orgueil, n'auraient pas supporté de vivre ainsi, Leto a embrassé tout entier le chemin que le destin avait tracé à ses pieds. Cette sagesse innée lui valut très tôt ainsi de porter le nom de Mitra, le lumineux. Le grand pouvoir de Zamachien Mitra, Shahanshah le roi des rois, ne réside pas dans la force de son bras uniquement. Longtemps, l'empereur a laissé croître les fruits de son esprit, et lorsqu'il jugea qu'il était temps pour lui de les cueillir, Leto fut invité à rejoindre sa garde rapprochée, la caste des prodigieux Hétaérons. Le temps passa loin des regards des mortels. Éventuellement, Leto, dans sa sagesse, trouva un autre moyen de servir son seigneur. Il devint alors un membre éminent de l'Euphoria, une chambre secrète de la Légio Custodes, spécialisée dans l'intelligence, le contre-espionnage et l'élimination de tout risque sérieux d'atteinte à l'intégrité de l'empereur et de son impérium. Là, sa pudeur et sa simplicité lui firent gagner un nouveau titre, le prince blanc de l'Euphoria. Et comme vous voyez, le prince blanc de l'Euphoria, parce que bien sûr il a une armure blanche, parce que c'est le contraire de son jumeau, c'est un peu le yin et le yang. C'est un thème simple, les jumeaux opposés, le signe des Gémeaux, les jumeaux opposés et complémentaires en même temps. C'est très simple, mais ça marche à chaque fois, vous le remarquez, moi j'aime beaucoup. Et là, du coup, je vais vous lire d'autres choses après, mais vous remarquez déjà que Leto, ce qui lui caractérise, contrairement à la démesure de son frère, eh bien c'est son humilité, c'est quelqu'un qui est simple. C'est quelqu'un qui est honnête, et qui connaît ses propres forces, et pourtant qui n'en profite pas. Et en fait, dans le lore, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que Leto est plus fort que son frère. Secrètement, il est plus fort qu'Atraxérion. Il pourrait le battre en duel s'il devait s'affronter, c'est Leto qui gagnerait. Mais Leto, eh bien, il n'a pas envie de gagner. Il préfère que son frère soit heureux et il n'a pas envie de l'humilier, il n'a pas envie de battre son frère. Contrairement à Atraxérion qui lui serait content de montrer sa domination, et bien Leto lui il n'y gagnerait rien, pour lui ça ne veut rien dire. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? L'empereur lui-même lui a dit: Leto, tu es vraiment un des custodiens les plus puissants, eh bien je voudrais que tu rejoignes mes 300 compagnons, la garde rapprochée, les fameux Hétaérons. Et bien sûr Leto est devenu un Hétaéron pendant quelques années, mais il a demandé à partir parce que être trop proche de l'empereur lui-même, eh bien ça allait nourrir un orgueil que même lui ne voulait pas. Du coup, il est rentré dans une autre chambre qui existe, ça s'appelle l'Euphoria. L'Euphoria, ce sont du coup les espions custodiens, les custodiens qui protègent l'empereur mais dans les coulisses, dans l'ombre. Et Leto, le lumineux, eh bien lui son destin c'est d'être dans l'ombre de son grand frère, mais aussi dans l'ombre de l'empereur. Et dans l'Euphoria, il a effectivement participer à la protection de l'Imperium loin des regards. Et c'est ça qui lui va bien à Leto, c'est qu'il est tellement humble, il est tellement simple que qu'on ne reconnaisse même pas la valeur de son travail, ça lui va. Tant que son travail est bien fait, ça lui va. Je vais vous lire une autre phrase. Alors, c'est une phrase qui est attribuée au Tyrinthien, préfet de l'Etemenanki, durant les premières années de la Grande Croisade. Alors, le Tyrinthien, c'est qui? C'est un autre personnage de ma force. C'est le préfet de l'Etemenanki, donc c'est-à-dire c'est le second, c'est un peu comme, si vous voulez, le praefectus, c'est un peu le secrétaire général de la sodalité, d'accord. C'est en termes de gestion, il est juste en dessous d'Atraxérion. Je vous en parlerai bientôt, mais basiquement c'est le deuxième custodien le plus important de la force, si on oublie Leto. Officiellement, c'est ce fameux Tyrinthien, le préfet de l'Etemenanki. Et pendant le début de la Grande Croisade, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Leto? Il a dit ça, il a dit « Tous les demi-dieux ne sont pas condamnés à partager la même austérité. Certains sont plus humains que d'autres. Saviez-vous que Leto a insisté pour céder sa place, qu'il lui avait offerte au sein de sa garde d'Hétaéron, à son frère ?» Et là, du coup, au détour d'une conversation, on apprend que quand l'empereur a invité Leto à devenir un Hétaéron, c'est-à-dire un des 300 custodiens qui sont chargés de sa garde rapprochée, les 300 custodiens les plus puissants, et ben Leto il a refusé. Il a dit « Empereur, je ne peux pas accepter un tel honneur, s'il vous plaît, je sais que mon frère est plus... aspire à devenir un de vos protecteurs, et c'est à lui que revient cet honneur, il est puissant, il est valeureux, c'est à lui que vous devez faire cet honneur. » Et en fait, Leto a refusé l'honneur d'être un Hétaéron, au profit de son frère. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Atraxérion est lui-même un Hétaéron. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Atraxarion fait partie des compagnons de l'empereur. Pourquoi ? Parce que c'est Leto qui a insisté pour lui donner sa place. Vous comprenez ? C'est pour ça. Leto, lui, il s'en fiche de la reconnaissance. Il veut que son frère soit heureux, il veut que ses amis soient heureux. Et c'est pour ça que c'est le GOAT, vous comprenez ? C'est quelqu'un qui s'oublie. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Mais il le fait bien, et surtout, s'il peut aider les autres, même des gens aussi sombres que son frère, parce qu'il sait très bien que son frère a une part d'ombre énorme, eh bien il le fera. Et c'est pour ça que, Leto lui-même est parti, après, dans le Faux Roi, pour devenir, du coup, un contre-espion et un assassin. Et du coup, comment il assassine et comment il règle le compte de ses ennemis, Leto, eh bien vous allez le voir. Bien sûr, il a ses épées méridiennes, puisque tous les Étaérons ont des épées méridiennes, enfin ils ont le droit en tout cas d'en avoir. Mais il a aussi une miséricorde, donc la miséricorde c'est bien sûr la dague de chaque custodien, ils s'en servent pour finir les ennemis qui sont en train d'agoniser, etc. Inspiré d'ailleurs de la même arme de l'Empire romain, il me semble. Alors, lui, ça... c'est un peu la seule arme nommée qu'il a, c'est Hypnos, la lame du long repos. La Miséricordia de Leto, dont la garde est sertie d'un saphir. Comme les autres custodiens, Leto s'en sert pour achever un ennemi mourant. C'est une lame au fil si aiguisé que l'on dit qu'on ne peut le sentir. Ainsi, Mitra offre la récompense du dernier sommeil à ses adversaires, qui s'endorment à jamais sans éprouver la moindre douleur. Et là on a toujours l'idée que Leto lui-même n'aime pas l'effusion de violence gratuite, il n'aime pas la souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui aime la souffrance, ni l'infliger aux autres. Et fussiez-vous un traître, eh bien, il vous achèverait avec Hypnos, si vous étiez amené à être contre lui, et vous ne sentiriez même pas le baiser de la mort. Vous ne le sentiriez pas parce que la lame est tellement effilée, la lame est tellement parfaite, que en fait, vous ne sentiriez pas, mais vous seriez déjà mort. Vous vous endormiriez, et puis vous partiriez, quoi. Et Hypnos, bien sûr, qui est une référence au dieu des rêves, bien sûr, grec ancien. Donc là, vous voyez, on a quand même, je pense qu'on a un perso qui impose le respect, mais tout en essayant de pas mériter le respect. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui esquive, entre guillemets, le respect. Et moi, j'adore Leto. Je le trouve incroyable, ce personnage. Enfin, je me jette... ne pensez pas que je me jette des fleurs, mais je trouve que je l'ai vraiment réussi, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Parce que vous savez, une fois que vous avez écrit un personnage, si vous êtes un peu littéraire vous-même, en un sens, vous lui donnez naissance, vous accouchez de votre perso, et puis après, il devient... lui-même un autonome, si vous voulez. Moi, j'ai eu l'idée de Leto, je l'ai écrit, puis maintenant il m'obéit plus. C'est moi qui lui obéis, c'est-à-dire j'écris sur lui comme s'il existait vraiment. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en parle presque comme quelqu'un de vivant. C'est comme Atraxarion, etc. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il est génial. Je ne dirai jamais qu'un travail que j'ai fait est génial parce que j'essaye d'être humble, mais en fait, le personnage, je l'aime beaucoup, quoi. Je l'aime beaucoup. Je vais vous lire encore quelque chose de Leto, donc ce sera son haut fait à lui. Au sein de Le Faux Roi, Leto s'est rapidement illustré en matière de contre-espionnage. Il aurait déjoué, d'après la légende, près de 47 tentatives d'assassinat contre l'empereur. Nous ignorons probablement la véritable étendue de son œuvre pour l'Imperium, car Leto s'est toujours illustré par sa modestie sur le sujet. On raconte néanmoins qu'il aurait invité un des assassins dans ses propres quartiers pour converser, et que le prince aurait réussi à le rallier à la cause de l'empereur par la pureté de sa bonne foi. Donc là, on a toujours l'idée que même un assassin de l'empereur, eh bien Leto, plutôt que de le tuer froidement, il va l'inviter à discuter, il va lui demander pourquoi, il va lui demander d'où viens-tu, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Et si c'est possible, il va essayer de le sauver. Il essaye de sauver les gens, Leto, et c'est ça que j'aime bien avec ce personnage. C'est que, il est pur. C'est vraiment une âme pure. Et je ne tarie pas d'éloges sur Leto, je l'aime énormément. J'ai utilisé encore une fois un portrait de Kimberly 80, cette fois c'est un portrait, alors il me semble que c'est un portrait de Fëanor qui est un perso pas très sympa normalement, mais j'aime beaucoup, puis il a un petit côté Henry Cavill, donc forcément c'est incroyable. Zamashir Mitra, le GOAT, vraiment j'espère vraiment que vous avez envie de l'aimer, parce que c'est un perso vraiment loyal, bon, entre guillemets, mais en même temps honnête, sincère, c'est comme ça que j'ai essayé de le créer. Et pour l'illustrer une dernière fois, j'ai un dernier texte à vous lire, c'est une transcription d'un rapport d'un lieutenant de la Solar Auxilia qui s'appelle Sarah Danville, et cette lieutenant, elle a participé au siège de Terra pour tenir des positions défensives, etc. Et du coup, vu qu'elle a survécu au siège, elle donne son rapport, bien sûr, elle explique que tout ce qu'elle a fait, etc., pendant des enregistrements, et du coup, elle a croisé la route de ce fameux Leto, et voici son rapport. Je vais vous le lire. Enfin, bien sûr, un extrait.
C'était la première fois que j'en voyais un. Un être d'or, je veux dire. Vous voyez ? On allait se faire déborder. La porte de sécurité avait cédé, et mes hommes tenaient la brèche comme ils pouvaient. Mais ça devenait impossible. Trop de World Eaters enragés se jetaient vers l'avant, vers nous. Et c'est à ce moment-là qu'il est apparu. Et quand il eut fini de les tailler en pièces, et qu'il s'est dirigé vers nous, j'ai cru qu'il allait m'exécuter pour ne pas avoir réussi à tenir la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est incliné, et il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Et voilà, là vous avez Leto, l'âme de Leto, c'est ça. C'est-à-dire que il sauve des gardes, et plutôt que de leur donner des ordres, il vient d'arriver sur la scène, il a tué des World Eaters, et plutôt que de simplement soit exécuter les gardes qui ont mal fait leur boulot, comme le ferait Atraxerion, ou alors leur donner des ordres et de leur aboyer des ordres, etc., bah lui il fait quoi ? Il s'incline devant le lieutenant, et il lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider, parce que Leto, dans sa sagesse, il sait que le lieutenant sur place, il a plus d'informations que lui. Il sait que Sarah Danville, elle est sur place avec sa troupe depuis plusieurs heures, elle est plus au courant de la situation que lui. Mais c'est pas parce que lui, c'est un demi-dieu qu'il sait mieux. Et c'est ça toute sa qualité. Donc voilà. Globalement, j'ai écrit tout cela sur Leto et son frère Atraxerion. Et comme vous voyez, hein, c'est vraiment l'idée des jumeaux opposés mais complémentaires. Un héros où on trouve le personnage principal là où on ne pense pas le trouver. Et c'est ça. Donc Leto, lui, il fera partie de la troupe des Taerons que je vais jouer. Donc c'est-à-dire il aura double épée méridienne, etc. Et ah oui, dernière chose amusante, hein, bien sûr vous voyez la petite conversion que j'ai fait pour Leto avec mes fameuses épées méridiennes, hein, je suis plutôt content du rendu, et surtout, vous voyez son code couleur c'est blanc et bleu, hein, bien sûr pour rappeler sa pureté, mais surtout, en fait, il faut savoir que Atraxerion et Leto, ils ont été faits en miroir, c'est-à-dire que là où Atraxerion a une armure noire, bien sûr, Leto a une armure blanche, mais la cape et les plumets sont également faits de manière inversée, c'est-à-dire que le priming de la cape et de la coiffe bleue de Leto a été faite en violet, et ensuite j'ai construit du bleu par-dessus, et Atraxerion, qui lui a des capes et un plumet violet, et bien la base a été faite en bleu. Donc en fait c'est vraiment tout est à l'inverse l'un de l'autre, et je pense que c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr ce n'est pas original, ça a été fait 150 fois, les frères opposés, mais rivaux, etc. vaguement, les couleurs opposées, c'est un peu Dante et Virgile, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, je trouve que j'ai bien réussi le truc. Donc franchement, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu, parce que c'est mes persos préférés, hein, de très loin. Il y aura peut-être une pause avant l'épisode 3, parce que tout simplement, là, je vous ai donné 2 persos d'un coup, ce que je n'avais pas prévu de faire. Et puis, il faut que je peigne, hein, ça dure longtemps, hein, les paint jobs non-metallic metal comme ça prend longtemps, donc ne m'en voulez pas, hein, il y en aura pas un par semaine, hein, de ces épisodes-là, mais ne vous inquiétez pas, hein, dès que j'aurai un nouveau personnage à vous présenter, eh bien, je ne manquerai pas de le faire. En attendant, je vais essayer de me remettre à des vidéos en dehors de ce projet, bien sûr, hein, le temps de peindre. Je pense que la prochaine, ce sera une vidéo de lore, et on parlera autour d'un thème. Je ne vous dis pas encore lequel, mais ce sera peut-être lié à ce projet, justement. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez beaucoup apprécié mes personnages, parce que je pense que j'ai accouché de 2 très beaux bébés, hein. Vraiment, moi je suis très très fier de ces deux custodiens, ça fait partie de mes personnages préférés, hein. C'est rapidement devenu mes personnages préférés, dans ma collection de Warhammer. Plus encore que mes Black Shield, hein, je dois le dire. Dracon, je l'aime bien, mais là, Leto et Atraxerion, y a match, hein, y a match. En tout cas, les gars, prenez soin de vous, les gars et les filles, d'ailleurs, hein, je sais qu'il y a 0,1% de filles, mais si c'est pas ma femme, je sais pas. En tout cas, prenez soin de vous, et surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir quelque chose de plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée, salut.